Et pour parler des enjeux de cette présidentielle, nous sommes avec Emmanuel Iga. Bonsoir. Bonsoir. Bienvenue au Journal Afrique. Alors vous êtes enseignant en géopolitique, spécialiste du Nigeria. Peut-être une première question pour commencer. On a entendu certains citoyens dénoncer une volonté de préparer la fraude. En tout cas, c'est comme ça qu'il s'explique ce report. Est-ce que vous jugez les explications de la commission électorale crédibles? Bon, en tout cas, les Nigérians s'attendaient à tout sauf le report de ces élections, et qui plus est à 3-4 heures à peu près du début des opérations. Et là, je pense que ce qui vient de se passer n'a fait qu'alimenter la théorie du complot. Bon, beaucoup de gens n'y croient pas ce qui a été avancé comme raison, des raisons de logistique. Ça fait 4 ans quand même. Est-ce que ça vous paraît crédible ? Bon, on demande à voir. Les explications qu'ils nous ont fournies peinent à convaincre beaucoup de Nigérians, c'est ce que je peux dire. Et même les principaux partis d'opposition ne sont pas convaincus. Bon, le problème de logistique, le Nigeria a l'habitude d'organiser ces élections. Ce n'est pas la première fois. Depuis le retour de la démocratie, on en est à la 6e. Et on a peut-être pas des infrastructures aussi performantes qu'en Europe, mais ça fait quand même 4 ans qu'on prépare ces élections, et ça fait au moins deux semaines. Alors parlons un petit peu justement. Alors parlons un petit peu des enjeux du scrutin. Le président Buhari est en poste depuis 4 ans. Sur quel bilan, à votre avis, peut-il se fonder pour espérer l'emporter, ou en tout cas marquer des points face à ses adversaires? Il est venu sur 3 promesses principales. De restaurer la sécurité, surtout face au groupe de Boko Haram qui avait rendu la vie invivable dans le nord du Nigeria, particulièrement dans le nord-est, et qui ne pouvait pas être maîtrisé par le gouvernement de Goodluck Jonathan de l'époque. Donc ça, disons qu'il a réussi quand même à déloger Boko Haram de quelques villes, 16-17 villes que ce groupe occupait, réellement physiquement occupés dans le nord-est du Nigeria et même administrés. Ils ont été délogés, mais le problème de Boko Haram, c'est un peu comme un serpent qu'on a tué, mais dont on peine à couper la tête. Donc il continue, le groupe continue de narguer les soldats, d'en tuer même en grand nombre. Et puis il y a également le séparatisme, les séparatismes également voilà, qui se réveillent. Qui se réveillent. Ces derniers mois, c'est surtout aussi un problème de conflit entre des pastoraux et des agriculteurs un peu partout dans le nord, dans la partie centrale du Nigeria, parfois aussi dans les parties sud, des pastoraux qui circulent un peu partout avec le bétail et qui n'hésitent pas à tuer, à tirer sur des dizaines de gens qui font des victimes assez importantes en nombre pour essayer de prendre un peu de place pour faire nourrir le bétail, disons. Compte tenu et ça, c'est un problème qui s'est généralisé, qui s'est ajouté au cas de Boko Haram et qui complique la situation. Compte tenu du bilan de Muhammadu Buhari, du bilan politique, du bilan économique aussi, est-ce que vous pensez qu'il est en position de force pour avoir un nouveau mandat? Il n'est pas en position de force. J'ai parlé de la sécurité. Côté économie, la dette extérieure du Nigeria a plus que doublé depuis qu'il est là. De même, le chômage s'est multiplié par 2 ou 3. On n'a pas les chiffres exacts, mais plus de 25 millions de Nigérians, très bien diplômés parfois, sont à la recherche de leur premier emploi ou sont en pays de l'emploi, ils n'arrivent pas à trouver. Donc, un chômage galopant. Côté pauvreté, on a un indice de pauvreté qui s'est augmenté énormément. On parle de 84 millions de Nigérians qui vivent en dessous du seuil de pauvreté. Le Nigeria a été déclaré dans plusieurs rapports par des organisations internationales comme la capitale mondiale de la pauvreté. Est-ce que ça reste malgré tout, est-ce que le Nigeria reste malgré tout une grande puissance
régionale, sinon africaine? C'est une... Ou est-ce que là aussi, géopolitiquement, est-ce que ça reste une grande puissance, ou bien là aussi le bilan n'est pas le meilleur? Non. Quand on est un grand pays, on reste un grand pays. Il y a des difficultés qui sont passagères, mais on va les surmonter. C'est un peu comme des pays comme la République démocratique du Congo. Ce sont des grands pays. Et on va tous se réveiller. Mais pour le Nigeria, oui, le Nigeria, c'est quand même presque 200 millions d'habitants. C'est presque le 5e de la population du continent. C'est la première économie de l'Afrique. Il reste la première économie de l'Afrique, même si son produit intérieur brut a baissé de plus de 500 milliards de dollars à autour de 400 milliards de dollars sous le gouvernement de Buhari. Donc tout ça traduit quand même une performance économique un peu mitigée, même s'il a eu quelques succès par-ci par-là. Donc ça ne le met pas vraiment en position de force. Ça fait que beaucoup de Nigériens regardent dans la direction de son challenger principal, Atiku Abubakar, qui est quand même, il a fait ses preuves comme homme d'affaires, il a créé des entreprises qui sont très performantes et qui ont, disons, une performance durable au Nigeria. Donc on pense qu'il peut avoir des solutions nouvelles par rapport aux grands problèmes que le Nigeria a et que Buhari semble... Des solutions nouvelles et peut-être un résultat serré pour la présidentielle. Les résultats certainement seront serrés. Et c'est pour ça que, février. Voilà. Merci beaucoup Emmanuel Iga, enseignant en géopolitique, spécialiste du Nigeria. Merci à vous.